Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Rose Moreau et Florian Houssier, dont certains d'entre nous lisent leurs travaux concernant la clinique de l'adolescence référée à la psychanalyse depuis plusieurs années. Marie-Rose Moreau, vous êtes professeure en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité et psychanalyste, présidente de l'Association internationale d'ethnopsychanalyse et vous dirigez la Maison des adolescents de Solène. Florian Houssier, vous êtes professeur en psychologie clinique et psychopathologie à l'université Sorbonne Paris-Nord, directeur de l'unité transversale de recherche psychogenèse et psychopathologie dans cette même université et président du Collège international de l'adolescence et psychanalyste. Alors, je ne déclinerai pas cet après-midi plus avant tous vos autres titres, ni de vous présenter par l'énumération de ce que vous avez écrit, car je crois avoir compris que vous préfériez que cette connaissance mutuelle émerge de ce que vous allez dire à cette table ronde que j'ai intitulée « La filiation à l'épreuve des mutations et du remaniement identificatoire propre à l'adolescence ». Alors, lors de la préparation de cette table ronde à trois, j'ai eu le sentiment, à travers vos interventions, que vous étiez intéressé par les travaux de recherche que nous menons dans le réseau Cliopsy et sensible à notre manière d'appréhender la pratique des professionnels de l'éducation et de la formation, ainsi que nos travaux de recherche sur ces pratiques qui se réfèrent à la psychanalyse. Alors, nous avons convenu ensemble que je prenne quelques minutes en introduction pour situer ces travaux. Alors, en ce qui me concerne, inscrit dans la filiation de la démarche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation et de la formation, tout en conservant mes étayages théoriques et méthodologiques que j'ai construits du côté de la psychosociologie clinique, je dirais que mes travaux ou mes propres travaux se sont développés selon deux dimensions. L'une se rapporte à la construction de nouveaux terrains de recherche pour appréhender les effets produits sur les sujets adolescents aujourd'hui par les caractéristiques des environnements et plus particulièrement par celles de l'environnement scolaire. Et l'autre à la question de l'accompagnement des professionnels de l'éducation et de la formation pour qu'ils puissent adopter une position d'adulte dans la rencontre avec les soi adolescents en devenir et étayer ainsi leur processus de construction identitaire. En m'adossant à une longue expérience de travail auprès des adolescents ainsi qu'à une compréhension progressive de ma propre subjectivité déterminante pour développer ma capacité d'entendre les adolescents, je n'ai pas pensé l'adolescence simplement comme un passage de l'enfance à l'âge adulte. J'ai souhaité travailler cette période avec eux en essayant d'observer ce qui se passe pour eux du côté de la perte du monde de l'enfance. Comment ça se passe quand ils sont face à cette désillusion des idéaux parentaux? En tout cas, comment, petit à petit, ils sont amenés à élaborer leur propre sillon qui composera leur vie d'adulte. Mais en même temps, comment l'adulte peut-il y faire face, notamment dans le champ de l'éducation? Alors, je fais référence, bien sûr, entre autres, à la recherche longitudinale que j'ai conduite auprès de 10 adolescents que j'ai accompagnés de 2015, quand ils avaient 13 ans, jusqu'à leur majorité en 2020. J'ai cherché à ce que mes travaux puissent enrichir, certes, la psychopathologie singulière, mais également le social, qui, comme nous le remarquons, produit de plus en plus des situations de précarité où les performances scolaires et amoureuses occupent de plus en plus la scène sociale. Le constat montre que cette traversée adolescente est jalonnée de doutes et d'angoisses. En effet, la centration de la société sur des valeurs de compétitivité et de rendement, laissant peu de place à la rêverie, à l'amitié et à la créativité au sens de Florence Guignard, ainsi que le sentiment d'incertitude auquel est confrontée la génération adolescente, qui va devoir assurer son identité adulte et sexuée dans un monde impossible à connaître véritablement avant d'y entrer. Donc cet état mobilise des affects d'angoisse chez les adolescents d'une manière extrêmement intense. Donc je cherche à repérer la manière dont ils inventent d'autres formes d'appui pour opérer leur métamorphose au sens de Philippe Gutton et comment ils font pour supplier au manque d'une frontière symbolique face au délitement des rites traditionnels de passage.
Alors, mon écoute est centrée sur la compréhension de ce que l'adolescent exprime dans la suite de ses idées du moment, comme l'écrit Alain Braconnier, et je suis peu préoccupé par l'interprétation des raisons de ce que l'adolescent évoque dans une logique déterministe. Je suis conscient que je peux potentiellement représenter pour l'adolescent une figure transférentielle, mais j'essaie plutôt de lui offrir une potentialité de rencontre avec un nouvel objet grâce à la médiation que moi et les professionnels qui travaillent avec moi représentent. Donc j'essaie avant tout, dans cette relation, de me décaler de la relation qu'ils entretiennent avec leur famille ou leur univers scolaire pour ne pas entrer en compétition avec ses partenaires de leur environnement proche. Cette écoute est essentiellement centrée sur les dimensions intrapsychiques mobilisées par le sujet de l'énonciation, en considérant toujours les dimensions contextuelles qui les impactent. Pour revenir sur la notion d'incertitude qui est devenue à l'heure actuelle, suite à la pandémie de la Covid-19, une valeur partagée, s'inscrit pour moi dans mon expérience d'une guerre civile interminable de 15 ans au Liban quand j'étais adolescent. Alors, j'ai développé mon rapport à l'incertitude dans mon livre Adolescent dans un environnement incertain, une expérience libanaise, paru dans la collection Savoir et Formation, dirigée par Claudine Blanchard-Laville, Sigolène Kouchouchik et Patrick Geffard chez l'Harmattan en 2016. Et depuis, j'ai fondé avec mes collègues chercheurs cliniciens présents dans la salle, Hilaria Piron, Arnaud Dubois, Patrick Geffard et Dominique Méloni, le réseau international interdisciplinaire de recherche adolescence contemporaine et environnement incertain, ACI, avec l'objectif de dépasser la coupure souvent opérée entre champ social et domaine psychique en cherchant à soutenir et rendre visibles les nouvelles voies de travail à partir de leur imbrication. Alors, quelle est la position spécifique que j'occupe par mon travail sur l'adolescence contemporaine en sciences de l'éducation et de la formation ? Alors, je suis conscient, en reprenant les propos d'Ophélia Avron, quand elle écrit que toute situation thérapeutique doit être considérée en même temps comme travail clinique et lieu de recherche. Alors, je peux avancer modestement que mon travail de chercheur clinicien en sciences d'éducation et de la formation avec des adolescents me conduit à dire aujourd'hui que ce lieu de recherche peut être considéré comme un travail clinique et peut produire des effets thérapeutiques. Ces effets peuvent être identifiés à partir d'une prise en compte de l'inconscient, au sens freudien, dans le champ du langage oral et corporel. Mais, il y a un mais, je reste attaché à l'idée que notre travail clinique est inséparable d'une visée professionnalisante. En effet, ma compréhension des processus psychiques à l'œuvre dans la construction identitaire des adolescents aujourd'hui me permet de développer avec les professionnels, comme l'écrit Vincent de Gollejac, des pistes pour remettre un peu du symbolique dans un monde malmené sur ce registre-là. Donc l'enjeu de cette transmission professionnalisante est aujourd'hui important pour permettre aux professionnels de tenir une position d'adulte face à l'adolescent, mais aussi pour l'adolescent. Dans le cadre de la relation éducative avec les adolescents, le transfert est essentiellement utilisé, au sens de Philippe Jamet, pour pérenniser la relation et lui donner sa consistance. Comme le souligne assez ouvertement et fermement François Marty et Florian Houstier dans leur ouvrage « Éduquer l'adolescent pour une pédagogie psychanalytique », le professionnel du lien ne travaille pas sur, mais avec le transfert. En effet, l'appropriation progressive de ce savoir amène les professionnels à entreprendre un travail de modification de leur posture pour lier leur nouveau savoir au contexte de réalisation de leur activité d'accompagnement. Une modification qui les invite à se décaler, à ne pas confisquer la question de l'adolescent, à ne pas vouloir à tout prix lui trouver une issue concrète définitive, au risque d'une nouvelle rupture du lien au sens de Xavier Bouchereau. Alors aujourd'hui, dans cette table ronde, sera plus particulièrement abordée la question de la solidité de la filiation quand elle est mise à l'épreuve par le contexte à l'adolescence. Nous nous interrogerons sur la manière dont les adolescentes et les adolescents apprennent à être des adultes légitimes qui éprouvent le désir de s'inscrire dans le monde d'adultes, dans un contexte d'affiliation multiple, ainsi que sur leur capacité à transformer leur angoisse en un sentiment de sécurité identitaire.
Les concepts de filiation narrative, de mobilité identificatoire seront plus particulièrement mobilisés pour éclairer la dynamique transférentielle entre adolescents et adultes dans la relation éducative. Et pour conclure cette introduction, je reprends une citation de Julie Kristeva et Marie-Rose Moreau dans « Grandir, c'est croire ». Pour elles, à l'adolescence se réalise un travail de construction identitaire qui imbrique à la fois des éléments de filiation, dans le sens comment l'adolescent trouve sa place dans sa famille, comment il assume les différents éléments de cet héritage, comment ceux-ci sont inscrits dans son enfance, dans ses inquiétudes, dans ses rêves, mais également des éléments d'affiliation. Ça veut dire à quelle nouvelle appartenance peuvent-ils se raccrocher, qu'est-ce qui autour de lui va lui donner une position, une fierté, va lui permettre de raconter ce qui lui arrive afin d'imaginer son parcours et son propre récit. Je pense que Florian Houssier et Marie-Rose Moreau vont nous éclairer sur cette imbrication, mais avant de leur passer la parole, je rappelle que nous avons convenu que chacun d'entre vous intervienne pendant 30 minutes et par la suite, nous proposerons un échange de 20 minutes avec la salle. Maintenant, je suis impatient de vous écouter. Voilà. Merci Antoine et merci à Cléopsy pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir. Alors je vais prendre la question de ce colloque par la voie des identifications à l'adolescence, en proposant au fond deux situations, celle de Freud adolescent face à son père et en contrepoint en quelque sorte une autre situation clinique d'un adolescent confronté à une famille à transaction incestuelle. L'adolescence implique un retrait des investissements adressés aux figures d'amour primaire comme condition d'élaboration de son sentiment d'identité et de sa capacité de subjectivation. La dépressivité adolescente prend ses origines dans ce que Freud nomme un relâchement objectal. Ce retrait d'investissement nécessaire provoque une instabilité identificatoire, l'adolescent s'adressant à nombre d'objets pour créer un fond étayant d'identification de substitution, notamment via les groupes de pairs. Le risque de ce flottement identificatoire est que, à défaut d'ouvrir sur des identifications secondaires et stables, ce qui serait plutôt réservé à la fin d'adolescence, le risque est de maintenir une sexualisation des figures parentales qui continue d'infiltrer l'instance idéale. Dans cette perspective, une idée grandiose de soi et la croyance en des parents parfaits viennent s'opposer à l'adolescence à la prise en compte du principe de réalité. C'est notamment le point de vue que reprend Catherine Chabert lorsqu'elle évoque la fin d'adolescence comme une mise à l'épreuve insoutenable de la capacité à se défaire des figures parentales, notamment dans leurs incidences idéalisantes. En suivant le propos de Bion, on peut aussi considérer qu'à l'adolescence, le fondement introjectif des identifications peut perdre de sa force, tandis que s'impose à la place des identifications projectives ou adhésives. Imitation servile et caricaturale en découle, en lieu et place de l'usage de l'imagination. On peut ajouter encore, en guise de propos introductifs, que par l'acquisition des caractères sexuels secondaires et l'avènement de la génitalité, l'écart entre les générations tend à se réduire au moment de l'adolescence. Est-ce que cet écart entre parents et adolescents est suffisant pour permettre aux fonctions différenciatrices paternelles, pour le dire rapidement, d'être opérantes, ou est-ce que cet écart va être écrasé par un rapproché incestueux ou incestuel dont l'adolescent serait à la fois l'acteur et l'objet? Une des fonctions du père symbolique serait de garantir l'équilibre entre séduction et interdiction en introduisant des enjeux de filiation et de transmission. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, parlons
de Sigmund Freud. Je fais référence ici aux deux ouvrages que j'ai consacrés à son adolescence, un Freud adolescent et Freud étudiant. Freud a très tôt souffert de la pauvreté, liée à la défaillance de son père, qui n'a pas été capable de gagner sa vie et de nourrir sa famille. Quand il tombe amoureux de Gisela Fluss à 15 ans, le jeune Freud ne peut pas s'empêcher de comparer ses parents à ceux de la jeune fille, soulignant notamment qu'à partir d'un métier comparable, l'un a réussi quand l'autre a échoué. Le père de Freud apparaît souvent comme un homme discret, cultivé, peu enclin à se démener pour trouver un travail et par conséquent souvent endetté auprès de ses proches. Cette dette va alimenter la constante ambivalence de Freud avec son père. Identifié à lui, le jeune Sigismund contracte une dette auprès de son libraire préféré, tout à sa bibliophilie, entraînant une réaction négative de son père, ce que reprend Freud au moment de l'après-coup de son adolescence, c'est-à-dire au moment où il écrit l'interprétation des rêves, autour de 1899. De façon allusive, il commente un de ses rêves en évoquant un fantasme de castration. Il critique alors la position de son père qui aurait pu considérer que les livres étaient une meilleure sublimation, de meilleurs compagnons que la passion pour les filles ou pour la masturbation. Mais le père ne tient pas compte de la sagesse de son fils et le critique. La déception de Freud est d'autant plus vive, même dans l'après-coup, qu'il doit sa bibliophilie à son père. Ce père, autrefois bienveillant envers sa sexualité infantile, ne l'est plus lorsqu'il est question de sa vie libidinale, même transformée, d'adolescent. Silence et reproches sur la sexualité, voilà ce qui n'est pas sans rappeler la métaphore polaire utilisée par Freud en 1932 dans les Nouvelles Conférences. Sans un minimum d'accompagnement sur la sexualité, les adultes envoient les adolescents au pôle Nord avec des habits d'été. Mais c'est pas seulement parce que ça, dès les débuts au fond, même dans la période pré-analytique, quand Freud, on l'oublie souvent, reçoit nombre d'adolescents et notamment d'adolescentes, on a évidemment focalisé sur la question de l'hystérie, mais il ne faut pas oublier que cette hystérie, en quelque sorte, est souvent accrochée, au fond, à des positions adolescentes en pleine expansion. Et qu'au fond, c'est là une énigme dans l'œuvre de Freud, après le troisième essai sur la théorie de la sexualité, où il nomme très clairement le fait que la sexualité infantile ne peut pas rester en l'état, et que si elle n'est pas transformée par l'adolescence, eh bien, on ne peut pas. Le risque, c'est la chute dans la psychopathologie. On dirait que tous les grands auteurs, notamment français, se sont identifiés à la défense de Freud, qui a ensuite complètement oublié ce qu'il avait dit là. Et notamment en 1923, quand il parle de l'organisation génitale, où il utilise le mot génital pour l'enfant et non plus pour l'adolescent. Or, il me semble qu'on devrait parler du phallique chez l'enfant et du génital seulement pour l'adolescent. Et ça, c'est une position personnelle qui n'engage que moi. Je reviens de cette remarque que je n'avais pas écrite. Ça arrive. Le plaisir de la digression, c'est sans doute un héritage de l'association libre qu'on pratique si souvent sur le divan en tant que patient. Et qu'on intériorise, bien sûr, ce qui évidemment rend beaucoup de service quand on fait de la recherche. Alors, je clôture là cette digression pour dire qu'au fond, ce que dénonce Freud à travers cette métaphore sur envoyer les adolescents au pôle Nord avec des habits d'été, c'est pas seulement l'hypocrisie des adultes face à la sexualité génitale. C'est aussi le terme qu'il utilise, l'impréparation. L'impréparation, on ne prépare pas les adolescents à ce qui va leur tomber sur le coin de la figure, à savoir la puberté et ses effets désorganisateurs. Et il utilise ce terme d'impréparation qu'il utilise également quand il parle évidemment du traumatisme. Donc sans le dire explicitement comme j'essaye de le faire là, eh bien, il crée un lien entre adolescence et traumatisme, et bien sûr l'adolescence est potentiellement traumatique, ne serait-ce que par le débordement des capacités du moi face à la montée pulsionnelle que constitue la puberté.
Alors, on peut ajouter quand même que le fils de Freud, un des fils de Freud, Oliver, a raconté que lui-même n'a jamais entendu son père, Freud, donc, lui parler de sexualité, bien sûr. Un autre souvenir d'adolescence émerge du côté de Freud. C'est la relation passionnée avec son ami Edward Silberstein, dans les lettres de jeunesse, qui est régulièrement traversée par un intense mouvement d'identification de Freud à son ami, qui représente à la fois un alter ego ou un double. Le désir de retrouver son ami Édouard à Rosno, en été, une station balnéaire où se retrouvent leurs familles respectives, se heurte, raconte le jeune Freud, à la volonté de son père. Mon père semble avoir la ferme intention de ne pas me laisser partir pour ce lieu, et je ne peux ni ne veux m'opposer à lui. Dans cette lettre de 1873, le refus du père est étroitement lié au projet du père d'envoyer son fils à Manchester, auprès de la famille du père, qui a émigré et réussi en Angleterre. À ce moment-là, le père de Freud s'inquiète du peu de contact de son fils de 17 ans avec les jeunes filles et souhaite lui faire rencontrer à nouveau Pauline, la petite fille associée dans ses souvenirs d'enfance au jeu avec son cousin John, dans le texte sur les souvenirs écran. Malgré l'ennui de rester à Vienne en attendant d'aller à Manchester, Freud s'interdit à demi-mot de critiquer son père à propos de ce voyage qui sera finalement repoussé à l'année suivante. L'inhibition de Freud ne concerne donc pas seulement le champ de la sexualité, mais également les désirs parricides retenus, ne pas critiquer son père alors que celui-ci souhaite manifestement diriger sa vie sexuelle en se mêlant de qui il doit rencontrer, de quoi largement créer, par exemple, au hasard, le complexe d'Oedipe. Son besoin d'étayage narcissique à l'adolescence, à Freud, avec la constitution d'une relation en double avec Edward Silberstein, s'articule avec la représentation d'un père vieillissant, faible, fragile, quoique présent. Lorsque son adolescence s'achève, raconte notamment Anzieux, par sa pauvreté, Freud est probablement davantage identifié à son père, tout en maintenant une ambivalence certaine aux figures masculines fortes, comme Charcot, Breuer et quelques autres. Ces figures prennent le relais du père et en même temps font l'objet d'un meurtre symbolique, plus ou moins symbolique, par la rupture du lien répété avec ces hommes, mouvement qui va infiltrer ensuite tout le mouvement psychanalytique, à partir de Fliess, Jung, Ferenczi et quelques autres. Ici, la voie filiative reste prise dans un enjeu névrotique ambivalentiel qui a émergé dès l'adolescence, ouvrant pour Freud la possibilité de créer ses propres livres, se dégageant ainsi de la dépendance à son père et de la dette symbolique de vie. Ses capacités créatives et transformationnelles de ses conflits intérieurs d'adolescent ont trouvé une voie de dégagement, alors qu'il en voit tout autrement dans la situation clinique qui suit. Carlos, fils unique, est âgé de 18 ans lorsque je le reçois dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire pré-sententiel, à la suite de son arrestation pour usage et vente de cannabis. Cet accompagnement psychologique en milieu judiciaire va se poursuivre pendant 4 ans, à raison de 2 entretiens par mois. Ses parents sont portugais et sont venus en France à la fin des années 70. Le père est maçon, tandis que la mère a été secrétaire jusqu'à ce qu'elle soit déclarée invalide depuis une dizaine d'années, me raconte-t-il, pour des raisons psychiatriques restées opaques, mais je pense que vous allez en entendre quelque chose par la suite. De l'histoire des parents, il raconte que son père, opposant au régime autoritaire de Salazar, a pris la fuite et s'est d'abord engagé dans la Légion étrangère. De la relation avec sa mère, marquée notamment par des violences physiques, Carlos évoquera une forme de transmission générationnelle de la violence, sa mère ayant été régulièrement frappée par sa propre mère. Il a compris, me dit-il, très tôt qu'il n'y échapperait pas, en disant « j'ai beaucoup subi dans mon enfance ». Après un premier temps de la relation marquée par la méfiance, Carlos investit l'espace de parole proposé, qui n'est pas un cadre de soins, et vient régulièrement aux entretiens. Il semble avoir précocement développé une vie fantasmatique intense à visée réparatrice. Il met en avant notamment le vécu de pauvreté et la précarité des conditions de vie, seul avec ses parents dans un petit appartement.
À la maternelle, il imaginait souvent la vie des autres, me dit-il, et notamment celle de la maîtresse, largement idéalisée. De ce premier contact avec la socialisation restent essentiellement des souvenirs de moqueries et autres humiliations qu'il rattache à son apparence vestimentaire. Il ajoute qu'enfant, il n'avait pas de livres ni de jouets et se retrouvait régulièrement isolé et enfermé chez lui. Un premier fantasme transgressif émerge sur fond d'envie. Je devenais mesquin, me dit-il. Je me voyais en train de cambrioler la maternelle. Fantasme qu'on peut aussi associer à un fantasme d'intrusion du corps maternel. Un peu plus tard, il déclare à sa mère son ambition professionnelle. Quand il sera grand, il veut devenir voleur. La réponse maternelle prendra la forme de coups. Parallèlement à la dissimulation de sa situation sociale, il invente des scénarios imaginaires dont il est le héros, tout en masquant ses affects. Dans son parcours d'adolescent, et là plus particulièrement en lien avec son père, deux événements apparaissent. Le premier concerne l'arrêt de sa scolarité à 15 ans et demi, sans que quiconque ne s'en préoccupe. Cachant cela à ses parents, Carlos s'attend à ce que l'école se manifeste pour signaler son absence. Il n'en sera rien. Son parcours scolaire est décrit comme médiocre, marqué par le rejet des enseignants à son encontre. Seul un professeur d'histoire et géographie lui donnera ponctuellement l'envie de devenir archéologue. À l'entrée de la 5e, ses parents, influencés par la réussite pécuniaire d'un oncle électricien, l'inscrivent d'autorité dans un CAP d'électromécanique, au vu de ses piètres résultats scolaires. Pendant quelques mois, il va s'y essayer, en dépit de son désir de faire du dessin, discipline dans laquelle il se pensait doué. À 15 ans, il abandonne cette voie professionnelle, dans un premier temps sans en parler à quiconque, puis en le révélant à ses parents. Et puis, deuxième mouvement, dans cette période-là, débute la consommation de hashish qui va aller crescendo. Parallèlement, il est engagé dans l'entreprise de travaux publics dans laquelle travaille son père et il gravit malgré tout quelques échelons, de manœuvre à ouvrier qualifié. Pourtant, intervient un licenciement économique qui correspond au début de la vente de cannabis. Son comportement délictueux va donc augmenter jusqu'à participer à la vente de 2 kilos de cannabis. Dans sa cité, dans le même temps, il devient un héros, là encore. Les grands frères l'adoubent et le reconnaissent comme un des leurs. Sa position transgressive contribue, me dit-il, à la construction d'un mur défensif qui vise à le protéger de tout ce qui vient du monde extérieur. Ce mur opaque évoque l'ambivalence vis-à-vis d'un père ressenti comme trop silencieux, emmuré, et la profession du père, maçon. Quant à la mère, elle réprime toute tentative de plainte de Carlos par la violence, lui cognant notamment la tête contre les murs. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. À 14 ans, par exemple, Carlos propose des enjoliveurs à ses parents pour leur voiture, qu'ils acceptent, en sachant que ces enjoliveurs proviennent d'un vol. Alors on peut noter ici l'aspect symbolique de l'objet rapporté, à valeur narcissique, enjolivé, sur l'évocation d'un surmoi esthétique réparateur retourné en son contraire, via la transgression. Parfois, il revient aussi chez lui avec un jeu de société volé. Ses parents lui demandent alors s'il ne peut pas s'en procurer d'autres. L'absence de culpabilisation des vols de Carlos lui laisse envisager qu'au fond, ces actes ne l'engagent pas, que ceci serait plutôt un jeu mis en scène dans une société aux limites imaginaires. La perte de contact avec la loi symbolique s'articule avec ce qu'il ressent, l'impression de vivre ses fantasmes en les réalisant, sans conflictualité entre la satisfaction de ses désirs et le principe de réalité. Considérant sa condition familiale comme honteuse, il imagine souvent changer d'identité, contenu qui nourrit sa vie imaginaire. Et puis il ajoute un jour comme ça, sans crier gare, « D'ailleurs, je n'ai aucun problème. Je ne suis pas déprimé et je n'ai pas envie de me suicider. » Me dit-il, affirmation qui résonne avec les fréquents épisodes dépressifs de sa mère. Au moment de l'adolescence, confronté à des identifications flottantes, pour le moins,
Carlos laisse affleurer un fantasme d'auto-engendrement lorsqu'il évoque l'idée qu'il s'est construit tout seul, comme en attente d'identification à potentialité symbolique. De même, dans le transfert, il dit qu'en vérité, il n'a pas besoin de moi, ni de quiconque, parce qu'il est, me dit-il, autopsychologue. Et que, par conséquent, tout à sa mégalomanie, eh bien, il contrôle ses rêves. Hein, vous savez, ce fantasme qui consiste à considérer qu'on peut orienter dans son rêve, à l'intérieur du rêve, le contenu même du rêve, hein, ce qui est évidemment un fantasme. Et, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et puis, évidemment, comme une façon de barrer toute identification à moi, hein, dans le transfert. Cette dénégation résonne à nouveau comme un conflit d'ambivalence quant à l'entrée identificatoire potentielle qui se présente à lui. Il y répond donc par le maintien d'une position omnipotente qui témoigne, il me semble aussi, d'une lutte contre la dépendance à l'objet. Carlos a tendance à idéaliser son fonctionnement mental, bien huilé, me dit-il, et sans faille, au point de le penser comme une source d'admiration pour lui-même. Jouer avec les contenus fantasmatiques afin, me dit-il, de gagner l'estime d'autrui, renvoie là encore à une tentative de restauration narcissique ou au maintien d'une image grandiose dans le contexte d'une tentative de séduction narcissique, être admiré, évidemment, dans le transfert par moi. De la relation avec sa copine, il va dire, là encore, je me reflète en elle. J'imagine que lorsqu'elle est en vélo, je suis son paysage. Ça, j'ai trouvé que c'était une formulation poétique, largement narcissique, bien sûr, mais tout à fait magnifique. Mais qui le voit s'incarner dans une forme abstraite, un paysage, défaite de la pesanteur du corps. Ce qui, évidemment, pour nous qui écoutons les affres des processus adolescents, n'est pas anodin. Dans ce contexte, l'arrestation donc pour trafic et usage de cannabis vient faire effraction dans la vie de Carlos, révélant ainsi la réalité de sa situation à ses parents. Cet événement semble sceller la perte d'un idéal, composé de représentations de figures parentales omnipotentes. Il me dit « Je pensais que c'était la loi de mes parents qui était la plus forte, et là je me suis rendu compte que c'était de la merde, qu'ils ne pouvaient rien faire. » Il remet alors en question les identifications aux valeurs transgressives, fragiles, discontinues et paradoxales de ses parents, dans un mouvement de désaffiliation probablement nécessaire. Son affaire judiciaire cristallise une telle désillusion qu'elle s'accompagne d'un passage dépressif, d'une durée d'environ 4 à 5 mois. Son acte, au fond, et le fait que c'est un acte qui n'est pas resté muet, permet la confrontation à une période dépressive où se traite fantasmatiquement la relation de dépendance aux images parentales, en faisant chuter cet idéal omnipotent et cette loi familiale imaginaire. L'acte, de par ses effets, récupère une possibilité de relais oedipien. La reprise, peu après son arrestation, d'une voix professionnelle proche de celle de son père, laisse envisager que les effets de cette arrestation et de l'accompagnement psychologique ont été positifs. La chute mégalomaniaque provoquée par la butée liée à l'intervention judiciaire paraît ici efficiente. La dimension surmoïque de cette intervention externe est mise au service d'un idéal social qui prend en compte les contingences externes, à moins qu'il ne s'agisse d'une nouvelle dissimulation. Toujours est-il que l'image du père, aux contours mal définis, ouvrant sur des identifications floues, peut renvoyer à une hésitation, une oscillation identificatoire et surmoïque chez Carlos. Le délit constitue une identification aux parents dont les activités sont imaginairement ou non tenues pour transgressives, mais aussi une forme de contre-identification au père oedipien dans sa dimension symbolique. Alors si on regarde un petit peu ce que racontent certains auteurs, eh bien par l'abord de la délinquance, plusieurs auteurs convergent vers ce que Edith Jacobson, en 1964, définit en termes de conflit identificatoire.
Ce conflit porte sur l'opposition entre les identifications infantiles et adolescentes, ou encore idéales et surmoïques, modifiées par l'adolescence. Ce sont des identifications contradictoires, provoquant, selon Edith Jacobson, des perturbations de toutes les relations d'objets. J'ai pensé aussi aux propositions de Bruno Bettelheim, qui n'a pas travaillé que sur l'autisme, et qui a insisté sur le fait que par ses actes transgressifs, l'adolescent tente de contrôler sa pulsionnalité de deux façons. En se faisant punir, évoquant ici le propos de Freud concernant le criminel par sentiment de culpabilité, et de la sorte, l'adolescent s'identifie aux parents le plus sévère. Mais, ajoute Bettelheim, la transgression représente aussi, via l'acte posé par l'adolescent, la réalisation de vœux inconscients inélaborés, réalisation de vœux inconscients arrimés au mouvement symbiotique du parent le plus indulgent. Il me semble que là, il y a une piste tout à fait significative, ouverte par Bettelheim. Un autre élément aussi, toujours par rapport à ce flottement identificatoire, caractéristique au fond de ces familles à transactions pathologiques, on peut dire. Dans le discours de Carlos, certains éléments attirent également l'attention sur la crainte et le désir d'être une fille, comme en témoigne son lapsus quand il me dit « Avant de vous voir, je discutais avec quelques copines, c'était agréable, on était entre filles. » Ça s'entend. Alors, j'ai pensé ici à la proposition de Mélanie Klein, qui, en évoquant les tendances destructrices de l'adolescent, relie celle-ci au besoin de se prouver sans cesse qu'il est encore un homme. Et ce dernier point met l'accent, bien sûr, sur la question de l'identité sexuelle fragilisée par l'adolescence. Donc, le recours à l'acte transgressif prend alors une signification de restauration omnipotente du sentiment d'identité de genre, sur fond de crainte de passivation et de régression à l'identification primaire à la mère. Mais c'est aussi une forme de lutte contre l'envie d'être une fille, face au nécessaire renoncement à la bisexualité imposée par la génitalisation du corps. Alors, ce qu'on peut en déduire, au fond, de cet aspect-là, plus particulier, c'est que le ratage du désinvestissement des figures parentales à l'adolescence a pour effet, pour conséquence, de maintenir la bisexualité infantile au moment où émerge la question de la complémentarité des sexes. Alors, je vais, avant de conclure, parce que je ne vais pas tarder à conclure quand même, il est temps, je vais juste proposer quelques réflexions sur les enjeux de la psychothérapie de l'adolescent, donc en dézoomant un peu, et de façon probablement un peu plus large. Si on désigne l'acte transgressif comme un symptôme de départ et non comme un ennemi à combattre, alors on peut proposer la mobilisation d'un transfert fondé sur la mise en mots des affects sur fond d'identification mutuelle entre le clinicien et l'adolescent. Je pense que le caractère mutuel de cette identification est tout à fait essentiel. Donc, ça veut dire lâcher prise sur une position d'adulte qui représenterait en quelque sorte la norme et sociale et parentale. Ce qui relève, au fond, d'une forme de mobilité identificatoire. Bien sûr qu'on restera, comme le dit Guthon, un objet parental de transfert pour l'adolescent, mais à condition de pouvoir se balader dans les identifications quand on rencontre les parents et quand on rencontre l'adolescent, et de pouvoir s'identifier aussi à l'adolescent. Donc, ça veut dire qu'on ne reste pas seulement en contact avec son infantile, mais aussi avec son pubertaire. Et ça, je trouve qu'on devrait le dire plus souvent. Sinon, on fait comme d'habitude, on passe de l'infantile à l'adulte, et on n'y voit plus rien. Bref, je ne vais pas développer, parce que je vais finir par m'énerver. Alors, la co-création d'un tel lien tente à favoriser l'identification à une figure substitutive réparatrice,
porteuse d'expériences relationnelles nouvelles, triangulées par le cadre. On n'est jamais à deux avec un adolescent et avec un patient. La relation thérapeutique avec l'adolescent se développe sur fond de ravitaillement affectif, contrastant avec le flottement identificatoire de l'adolescent, qui participe, ce flottement identificatoire, à la fragilité des interdits. Ces échanges se font au profit d'une culture de la relation, l'identification au clinicien jouant un rôle d'intériorisation du par-excitation face aux éléments traumatiques mobilisés par l'adolescence. À cette dynamique s'ajoutent des moments qualitatifs d'affect partagé, favorisant un climat relationnel centré sur la qualité de présence du clinicien, sur les effets de présence. Donc c'est pour ça que la visio, c'est bien quand on ne peut pas faire autrement, mais sinon, la présence, ça compte. Non. Et ce vécu à deux conforte le sentiment d'être de l'adolescent comme un contrefort narcissique là où règne un fragile sentiment d'existence. Alors du côté parental, parce que je crois que c'est très important d'évoquer les parents, moi, je suis toujours perplexe quand j'entends des collègues qui me parlent de cures d'adolescents où ils n'ont jamais rencontré les parents. On pourra peut-être en discuter par la suite. Les parents, eux, ils ont à affronter une nouvelle épreuve de séparation au moment de l'adolescence de leur enfant, entre bordage des limites et accompagnement. Sommés par leur enfant de se laisser exclure pour la première fois du champ de ses investissements, leur capacité à se déprimer sans se persécuter, ni abandonner la partie, est un enjeu crucial pour le futur de leur adolescent, rappelant ce que Guthon appelle le pubertaire parental. La façon dont chaque parent est remobilisé du côté de sa propre adolescence et de son vécu adolescent. A contrario, et on le voit, il me semble, à travers le cas clinique de Carlos, l'emprise, le maintien d'une séduction issue de l'infantile pour chacun des protagonistes, la cruauté aussi, masquée sous des impératifs pseudo-éducatifs, sont quelques-unes des arêtes vives d'un pubertaire parental mal négocié, ouvrant sur un lien perversif, je ne parle pas de perversion, un lien perversif entre parents et adolescents. Alors, je pense aussi au travail en institution et à la question du diagnostic qui viendrait tout expliquer. Moi, je suis toujours très perplexe par rapport à ce besoin diagnostique à l'adolescence, puisque justement, un adolescent, c'est un sujet en cours de construction subjective, et donc les diagnostics, ça a tendance à figer. Et puis, répondre au désordre adolescent par une mise en ordre qui passerait notamment par un diagnostic, tenterait à montrer que le seul modèle possible est celui d'adultes socio-normés, idéalisant leur modèle d'être au monde, au détriment de la potentielle construction de soi adolescente. L'adolescent nous pousse, et la clinique de l'adolescence nous pousse donc à être particulièrement attentifs au réglage de nos affects comme de nos idéaux. Par exemple, du côté d'un analyste, l'idéal, ça pourrait être le plaisir de penser et d'interpréter. Manque de chance, c'est pas possible avec tous les adolescents. Et même c'est plutôt assez rare, notamment avec les jeunes adolescents, d'interpréter par exemple. Il n'en est pas là. Notre bienveillance pulsionnelle s'articule donc avec la proposition de Bion, celle d'un setting analytique sans désir ni mémoire. Moi je dirais plutôt sans trop d'activisme par rapport à son propre désir et en restant attentif à ce qui se joue et se rejoue dans l'ici et le maintenant de la séance avec l'adolescent. Pour tout adolescent, il est question de sentir la possibilité de chercher l'objet et de l'utiliser, mais aussi de se cacher dans l'espoir d'être trouvé, dans une logique de passage entre narcissisme et quête d'altérité. D'où l'importance de ces moments créatifs et créateurs de vérité qui résonnent avec la véracité freudienne, quand, à partir de Dora, Freud souligne que la cure est un travail de rééducation qui implique une authenticité et une véracité indispensables pour entendre le sujet, ici adolescent, là où il est et non là où on pourrait vouloir qu'il soit. Alors pour conclure, il est question, il me semble, quand on reçoit un adolescent, de créer un espace de contenance. On l'a évoqué, rester mobile sur le plan identificatoire et accompagner la traversée de la tempête pulsionnelle en proposant un étayage narcissique du moi.
Ce seraient au fond quelques-uns des éléments généraux à même de favoriser la spontanéité des processus symboligènes dans les psychothérapies d'adolescents. Ce travail de restitution et de retraduction, comparable aux interrelations mère-bébé, permet au sujet de commencer un long mais indispensable cheminement d'appropriation subjective de son histoire et de ses traumas. En somme, le bébé qui naît entre le patient et son analyste, souvent représenté dans des rêves, ce bébé c'est le transfert, cette co-création psychique commune et partageable qui vient condenser les aspects les plus profonds de la vie psychique de chaque patient. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Florian pour, on se tutoie donc, pour ta démonstration hein, où tu as arrivé à allier en même temps corpus théorique et cas clinique, hein, donc à nous démontrer ce qui était le fondement de ce que tu proposes autour de l'identification. Alors, comme on l'avait dit au départ, on va plutôt donner la parole à Marie-Rose Moreau, voilà, puisqu'elle m'a fait la remarque que tout à l'heure j'ai dit Rosemary. Voilà, donc ma mère m'a appelée Marie-Rose. Voilà, et ensuite on prendra plutôt des réactions avec la salle. Merci, merci beaucoup et ravie, très heureuse d'être ici. En venant, je me suis souvenue que j'étais à Paris 8 il y a une trentaine d'années. Je pense que... je suis passée par Paris 13 et je suis maintenant à Paris Cité, comme on dit. Mais j'ai gardé pendant toute cette période la même préoccupation, la même passion pour la question des migrants et de leurs enfants. Et aujourd'hui, tout particulièrement de la question du rapport au savoir. Et je vais, en écoutant Florian, je me disais qu'il y avait, montré un certain nombre de correspondances, en tous les cas d'échos, entre ce qu'a proposé Florian et ce que je vais vous proposer, donc centré sur les enfants de migrants, donc en particulier à la période adolescente, et dans une perspective psychanalytique transculturelle, comme tu l'as dit Antoine en introduction, c'est-à-dire en essayant d'articuler le collectif, l'intersubjectif et l'intrapsychique. Et on sait combien cette question, cette articulation est très très importante dans cette construction du processus adolescent, et combien les adolescents effectivement sont sensibles dans leur construction, dans leurs émergences, à un certain nombre d'éléments du contexte. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais tu en as cité un tout à l'heure très important, qui est celui de l'incertitude, de l'incertitude et des angoisses collectives portées par les adolescents. Par la nouvelle génération, et comment ces questions vont s'inscrire dans ce magnifique processus de construction identitaire à l'adolescence, mais ô combien complexe et ô combien articulé avec le monde. Alors, pour tenir nos engagements, et en particulier de temps, j'ai dit que je me centrais sur les adolescents, mais quand même, il faut rappeler, et c'est très important surtout pour la clinique, que lorsqu'on va évoquer cette question de la vulnérabilité adolescente et de la créativité qui va avec, hein, je m'empresse de le dire, mais vulnérabilité quand même, porosité aussi, c'est pas quelque chose qui émerge ex nihilo à l'adolescence. Bien sûr, on est dans un processus de développement, on est dans une construction d'ailleurs transgénérationnelle, et on s'appuie bien sûr sur les histoires antérieures et sur non seulement tu as rappelé, Florian, l'importance des parents et des problématiques parentales
et des identifications d'ailleurs et contre-identifications entre les adolescents et leurs parents, mais aussi l'histoire transgénérationnelle et les 40 générations avant. Et quand on est migrant, ces 40 générations, elles sont tout aussi là. Vous savez que lorsqu'on dit migrants, les enfants de migrants, donc les enfants de la deuxième génération, c'est une folie douce, hein, parce qu'ils ne sont pas deuxième génération, ces enfants. Ils sont inscrits dans une histoire collective, individuelle et familiale, bien sûr commencée bien avant la migration. Hein, mais ce temps zéro de la migration, qui est à la fois un temps vaguement sociologique, mais c'est aussi peut-être pour dans certaines situations, mais pas toujours, un temps traumatique, un moment de rupture. Mais enfin bon, c'est les mal nommés deuxième génération quand même. Hein. Alors, il m'arrive moi-même d'utiliser cette catégorie juste parce que voilà, tout de suite on comprend de quelle population on parle. Mais c'est, et sur le plan psychique, évidemment une ineptie. Donc, je disais que la construction identitaire à l'adolescence, qui va nous occuper, elle s'inscrit dans un mouvement transgénérationnel, mais aussi dans un mouvement dans l'histoire de cet adolescent, dans l'histoire la sienne propre, c'est-à-dire il a été bébé, il a été enfant, il est rentré, c'est toute une série de mouvements, il est rentré à l'école, il s'est inscrit pour les enfants dits de migrants dans les apprentissages de cette société qui est la leur, dans cette langue qui est parfois une langue seconde, voire une langue tierce, et puis il est devenu adolescent. Et à chaque moment, hein, j'ai commencé par étudier les interactions précoces parents-bébés en situation migratoire, c'est sur ce thème-là que j'avais passé ma thèse ici, donc il y a bien longtemps. Et puis le premier moment de vulnérabilité, hein, depuis, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Deuxième moment, c'est non pas l'entrée à l'école, hein, mais l'entrée dans les grands apprentissages. On ne va pas le développer maintenant, sauf si on en discute tout à l'heure, mais c'est pas l'entrée à l'école. L'entrée à l'école, c'est un moment de séparation pour tous les enfants. Mais le moment où va s'exprimer quelque chose de l'ordre d'une éventuelle vulnérabilité des enfants du migrant, c'est l'inscription dans la langue et dans le rapport à l'écrit. Et c'est autour du CP, hein, et avec les études que nous avions fait d'ailleurs avec des méthodologies qui venaient des sciences de l'éducation d'ici. Hein, est-ce qu'on va à l'école pour la leçon ou est-ce qu'on va à l'école pour la maîtresse, hein, vous connaissez ces études que nous, on a fait avec les enfants de migrants. Et on a retrouvé les résultats qu'on retrouvait dans d'autres populations. Hein. C'est que plus on est éloigné de l'école, et pas seulement pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons culturelles, plus on va à l'école pour la maîtresse, ou le maître, et qui vont, ce sont ces personnes, ce sont ces professionnels, ce sont ces enseignants qui vont permettre d'accéder, ou pas parfois, à la leçon. Hein, donc l'importance de ces moments-là pour s'inscrire dans le monde extérieur et pour avoir les moyens de la séparation de l'adolescence. Mais si évidemment des choses se sont mal passées aussi bien dans ce temps précoce que dans ce temps d'inscription dans la langue seconde et dans le savoir, ça va revenir en boomerang comme tout à l'adolescence. Je prendrai une histoire tout à l'heure, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas là dans quelque chose de totalement qui commence dans l'émergence adolescente, et Dieu sait que l'émergence pulsionnelle va réorganiser l'ensemble de ces éléments, mais il y a déjà ça s'inscrit déjà dans une histoire. Alors, effectivement, si on en vient maintenant à ce maelstrom de l'adolescence, on a proposé de prendre en compte
cette dialectique filiation, donc filiation verticale, qui est celle qui a été énormément étudiée par la psychanalyse, consciente et inconsciente, et comment dans cette filiation, comment les imagos s'organisent, comment se construit le rapport à ceux qui m'ont précédé, à ma place, avec des mouvements également de rivalité et de conflictualité par rapport aux frères et sœurs, et par rapport à ces éléments où les filiations s'entrechoquent. Mais on est bien de l'ordre de la filiation. Et avec la filiation, il y a la question des affiliations, la question des appartenances. Si on prend un autre vocabulaire, des appartenances donc multiples, bien sûr on met ça au pluriel, parce que déjà, chez tout adolescent, des affiliations peuvent être multiples. Je m'affilie, en même temps que je me sépare de mes parents, je vais m'affilier à des tas d'autres personnages, mais aussi à des tas d'autres mondes, à des tas d'autres univers. Et en plus, quand j'ai la chance de grandir dans un monde différent de celui de mes parents, ces affiliations, elles concernent le monde d'ici, mais elles concernent aussi non pas le monde de là-bas, que la plupart du temps je ne connais pas, mais le monde de là-bas transmis par mes parents. C'est important. Parce que c'est ça, les affiliations. C'est à ce moment-là, par rapport à ce fameux monde d'où viennent mes parents, c'est pas une appropriation d'éléments directs d'histoire et de géographie. C'est des éléments de transmission. Donc évidemment, ça repasse par un certain nombre de problématiques et d'organisation, disons, parentale, à la fois de chacun des parents, et puis du couple, et la manière dont ça va s'articuler, ce monde du dedans, qui va servir de support à cet enfant qui va grandir, et avec ce passage entre le dedans et le dehors, et ces affiliations, avec, il faut quand même juste s'en souvenir, parce que encore maintenant on entend des fois, ils choisissent tel monde ou tel... Non, ils vont faire un métissage entre ces affiliations, les adolescents. Mais ce n'est pas dans une sorte de choix où moi j'aurais choisi A et toi tu as choisi B. C'est quelque chose d'une réappropriation et d'une réinvention d'une certaine façon de ces affiliations, avec parfois évidemment des choses conflictuelles, des choses paradoxales qui vont faire symptôme en fait, où on ne va pas réussir justement à se métisser, et avec un processus de clivage. À ce moment-là, je clive, mais en clivant, évidemment, je perds toute une série d'éléments qui appartiennent à ce monde affectif, à ce monde du dedans, et je clive avec le monde du dehors, le monde affectif. Et d'ailleurs, c'est ce clivage entre une transmission affective et des éléments de l'extérieur vécus comme cognitifs uniquement, qui fait que ça provoque chez un certain nombre d'adolescents des inhibitions massives, ou des impossibilités à s'approprier avec un sentiment de légitimité le monde extérieur, la langue, le savoir, les choses du dehors. D'où l'importance de connaître l'importance de ces constructions identitaires, les modalités aussi de va-et-vient, d'harmonie, de fluidité pour les adolescents entre ces mondes. Et
et la possibilité pour eux d'ailleurs de recréer parfois d'autres éléments, hein, de s'affilier à une musique encore qui vient d'ailleurs, à je sais pas, à de la poésie ou à du rap qui vient d'un troisième lieu, hein, pour justement construire mes propres affiliations. Et alors, s'ajoute à cette question de filiation et d'affiliation, à cette dialectique complexe, s'ajoute encore quelque chose auquel tu faisais allusion, Antoine, tout à l'heure, qui est la nécessité pour ces adolescents, comme pour tout adolescent, mais pour ceux-là, ils doivent y intégrer la dimension collective dont je parlais tout à l'heure et le monde du dedans, qui est ce concept qu'on a proposé avec Bernard Gols, donc de filiation narrative. Hein. Il y a déjà plusieurs axes qui ont été décrits pour cette filiation. Et nous, on a rajouté un quatrième axe, qui est celui un axe qui est très fort et très important à l'adolescence, et qui apparaît beaucoup dans les psychothérapies des adolescents. Et en particulier des adolescents qui doivent faire des récits complexes à partir de filiations multiples ou d'affiliations multiples, qui est celui donc de filiation narrative. C'est-à-dire comment moi, je me raconte d'abord à moi-même, après je peux le raconter à un psychothérapeute, un enseignant ou même à mes parents, mais comment moi je vais me raconter ma manière à moi, collective, intersubjective et intrapsychique, de raconter ma place à moi dans le monde, ma manière à moi d'être comme ci et comme ça, ma légitimité, mon rapport à moi-même et aux autres, comment je me le raconte. Et cette question de la filiation narrative me semble extrêmement importante parce que tant qu'on n'a pas cette possibilité de se faire par récit, il ne s'agit pas d'une histoire cohérente et terminée, c'est quelque chose qui se refait et rejoue en permanence. Tant que je n'ai pas cette possibilité-là, je suis pris dans un risque d'inhibition, c'est-à-dire dans quelque chose où je vais être blessée par le regard de l'autre ou par la place à laquelle l'autre me met ou par une sorte d'impossibilité à créer du différent à partir de ce qu'il y a autour de moi, des ingrédients de mon histoire. Alors, pour ça, pour illustrer peut-être de manière un peu plus concrète cette question de la filiation narrative, je vais vous prendre, alors, en fonction du temps, deux vignettes cliniques. Mais la première, c'est celle d'un garçon que je vais appeler Mousse. Il avait modifié son nom comme ça, son prénom, et donc je lui ai inventé un nom sur la même logique. Donc il a 14 ans et demi. Et Mousse, vous vous souvenez de cette période où il y avait une grande préoccupation et un certain nombre d'adolescents et de jeunes adultes qui se, entre guillemets, radicalisaient, c'est-à-dire qui s'inscrivaient dans une logique d'affirmation d'une identité assez unique comme ça, qui était cette idée que je serais... je me moque un peu parce que c'était tellement caricatural cette notion de voilà, je me dis radicalisée sur le plan islamique. C'était islamique à cette période, même si nous on avait dans un groupe de recherche sur les engagements adolescents, on avait commencé à travailler sur les engagements écologiques. Et puis, tout d'un coup, il y a cette radicalisation islamique qui est arrivée, qui a pris toute la place. Et donc,
dans ce programme, d'ailleurs on en a vu certains basculer de la radicalisation écologique à la radicalisation islamique, ce qui montre quand même comment ils s'appropriaient des éléments du contexte. Donc on avait un énorme programme et nous on s'occupait des très jeunes dans ce programme-là. On a eu à peu près 250 jeunes en dessous de 16 ans, donc entre 12 ans et demi et 16 ans dans ce programme. Et chaque jour de la semaine, il y avait quelqu'un qui accueillait ces jeunes gens qui venaient, alors soit parce qu'ils étaient contraints de venir, puisque c'était la police qui les envoyait dans ces programmes, ou alors parce que les parents les amenaient, ou parce que les enseignants, c'était d'ailleurs majoritairement les enseignants qui signalaient des jeunes gens dans cette position-là. Et donc arrive ce jour-là, ce jeune homme. C'est moi qui devais accueillir ce jour-là dans le programme. Et il arrive avec 3/4 d'heure de retard. Et il vient, admettons, de Saint-Denis. Et il vient pas très loin, mais voilà. Il doit prendre le RER pour venir donc à Port-Royal. Et donc, il arrive avec 3/4 d'heure de retard. Je l'attends pendant 3/4 d'heure. Et je suis un peu agacée, quand même. Et puis, il finit par arriver. Il rentre dans mon bureau. Je lui dis, ah bah dis donc, t'as 3/4 d'heure de retard. J'ai failli attendre. J'ai attendu. Hein. Et il me dit... il vient tout seul. Ses parents n'étaient pas là. D'habitude, la première consultation, il est accompagné de ses parents. Mais là, il vient tout seul. Et il me dit, c'est pas de ma faute, madame, j'ai pas fait exprès. Bon, je lui dis, ok, t'as pas fait exprès, mais pourquoi es-tu si en retard à la consultation? Et il me dit, vous devriez deviner. Il paraît que vous êtes forte, quoi, donc vous devriez deviner. Bon, j'ai aucune idée pourquoi il est en retard. Je lui dis parce que tu t'es levé en retard. Non, c'était pas ça. Bon, je devine pas tout de suite. Et je lui dis, bon, mais raconte-moi pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu es venue dans ce programme. Et il me dit, mais je vous fais pas peur, madame? Bah non, pas du tout. Donc il n'arrêtait pas de chercher à savoir quel était l'effet qu'il faisait sur moi. Hein. Et moi, j'essayais de lui faire raconter une histoire sur lui, quoi. Et on était comme ça dans dans quelque chose d'assez drôle. J'avais avec moi un interne et un psychologue, on était 3, un stagiaire psychologue, et tout le monde riait tellement il y avait une sorte de combat comme ça entre lui et moi. Et puis, donc très difficile de lui faire raconter une histoire, alors je lui dis, raconte-moi d'où viennent tes parents. Mon père, il vient du bled. Ok, quel bled? C'était Alger, vous voyez. Bon, c'était pas vraiment un bled. Son père est né au bled. Bon, ok, non, il est né à Alger. Mais ça dit quand même la représentation qu'il avait de son père. Et ta mère? Sa mère, elle est donc née en France, dans une famille qui venait d'Algérie. Et ma mère, elle est comment ta mère? Ma mère, c'est une sainte. Ah. Et on voit là quelque chose d'un père totalement disqualifié dès le départ, avec juste une origine culturelle, et une mère, une sorte de... Je vais aller vite là-dessus, mais chaque fois que je lui... Alors, parce que je dis, raconte-moi quelque chose qui montre que ta mère est vraiment quelqu'un de très très bien, parce qu'il m'a dit que c'était une sainte. Et il était c'était assez difficile pour lui de me raconter quoi que ce soit sur sa petite enfance, sur l'entrée à l'école, sur les apprentissages, ou sur la vie avec sa mère, tout simplement, parce qu'en fait, il y avait comme ça une sorte c'était une théorie, quoi. Sa mère, c'était une théorie, c'était une sorte, parce que moi, à la suite de Lionel Bailly, on appelle l'alliance maternelle, c'est-à-dire il y avait une sorte c'est comme si il me parlait de Dieu, quoi, l'alliance sacrée. Hein. Mais
aucune possibilité de me raconter, je sais pas, qu'elle faisait bien la cuisine ou qu'elle était très forte en poésie arabe ou que sais-je. Enfin, hein, c'était une sorte de position théorique. Alors que son père était totalement disqualifié. Et là, il revient. Mais vous n'avez pas... il revient sur le fait... Bon, madame, maintenant, vous savez pourquoi j'étais en retard ? Et franchement, alors je me tourne vers les plus jeunes qui étaient avec moi et je dis, bah, vous avez une idée, vous, de pourquoi Mousse, il est en retard, il a été en retard? Et bon, on a commencé à faire des hypothèses, mais on a eu un peu de mal à trouver la vraie raison. Et la vraie raison, c'est un peu comme moi, la vraie raison, c'est qu'il s'est perdu dans le métro, dans le RER, parce qu'en fait, il venait jamais à Paris. Jamais il venait à Paris. Il vivait à Saint-Denis et il ne quittait jamais Saint-Denis. Et il venait jamais à Paris, donc il ne savait pas très bien comment faire. Et figurez-vous que malgré le fait qu'il a 14 ans et demi, au bout d'un moment, on comprend qu'il ne sait pas lire et écrire vraiment. Et donc c'est ça que je devais deviner. Je devais deviner, puisque j'étais une spécialiste, et qu'il avait regardé sur Google et qu'il avait vu que, quand même, donc il ne savait pas bien peut-être lire et écrire, hein, il savait, mais c'est ce qu'on va faire avec lui, hein. On va lui réapprendre à lire et à écrire. C'était l'objectif du projet radicalisation, hein, ça a été de lui, on l'a mis dans un atelier qu'on appelle Roscoe, enfin qui est où on réapprend les choses de base aux adolescents. Hein, puisque j'ai la chance d'avoir la possibilité de travailler beaucoup avec des enseignants. Hein, j'ai une directrice des études. Enfin, on a, à la Maison de Solède, on a énormément de liens. Enfin, d'abord, on a des enseignants à l'intérieur de la Maison de Solède et on a des conventions qui nous permettent de travailler beaucoup sur ces questions-là, de rapport au savoir. Donc, le programme, ça a été d'une part de lui réapprendre vraiment à lire et à écrire. Et ça a été assez fantastique. Et quand je lui ai dit que ça allait être possible, qu'il allait pouvoir le faire, il m'a dit « Non, madame, mais vous rendez compte que je suis grand, hein ?» Et je lui ai dit « Oui, mais ça fait rien. Ça fait partie des choses possibles. » Et je lui ai dit « Mais moi, tu sais, je t'apprendrai bien le français et l'arabe dialectal. » « Oh non, quand même pas les deux, » il m'a dit. Je dis, mais si, puisque son père, c'était une des langues de la maison, l'arabe dialectal, mais qui parlait très mal, hein, Mousse. Et donc, un des objectifs, ça a été de lui réapprendre à lire et à écrire, et l'autre objectif, c'était de lui donner la possibilité de raconter une histoire sur lui. Et une histoire sur lui, cette fameuse filiation narrative, qui soit une histoire bonne, qui soit une histoire qui puisse, bonne au sens de Winnicott, hein, de la mère suffisamment bonne, c'est-à-dire qui puisse aussi contenir cette multiplicité, cette complexité, ces multiples identifications possibles. Lui aussi, d'ailleurs, Mousse, il avait vraiment le sentiment qu'il s'était fait tout seul, mais pas ce fantasme d'auto-engendrement qu'ont aussi beaucoup d'enfants de migrants, mais mal fait, comme il disait. Je me suis mal fait. Hein, quand il parlait de lui, parce qu'il avait d'un côté une mère théorique et un père dévalorisé, et donc c'est très difficile, effectivement, c'est extrêmement difficile, hein, de s'appuyer. Et donc, ça a été un peu les deux voies de travail avec Mousse. Et la question de la radicalisation est devenue secondaire, mais dès le premier entretien. C'est-à-dire que je n'ai même pas exploré quel était son rapport au Coran, à la religion, à l'idéologie, etc. C'était secondaire. Et ça s'est constitué... alors, je pense que c'était aussi très transférentiel, parce que dans la manière dont je l'ai accueilli,
je représentais évidemment j'ai été aussi mise dans une position de substitut maternel, en fait. Hein. Donc, mais incarnée. D'ailleurs, j'avais des humeurs, mais je l'avais attendu. On était tous les trois là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout le temps où j'étais pas là? Ben, on a parlé de toi. Ah bon? Donc, il y avait quand même cette notion-là. Et donc, pour insister sur l'importance de cette filiation narrative et sur l'incarnation aussi de ce type de processus. Et pour aller un tout petit peu plus loin, je vois que le temps passe très vite, je prends un autre exemple, là qui, beaucoup plus rapidement, mais qui est un exemple, nous faisons toujours ce qu'on appelle des médiations scolaires, c'est-à-dire que dans des collèges ou des lycées professionnels essentiellement où on est, lorsqu'il y a donc nous le faisons essentiellement avec les enfants de migrants, mais pas tout à fait que, des fois on le fait avec les autres. Lorsqu'il y a des conflits importants autour d'un adolescent, son projet scolaire, sa réussite, ou le fait qu'il se fait virer tout le temps, ou des choses vraiment qui se passent mal autour de cet adolescent, à la demande des enseignants et avec l'accord des parents, on fait des médiations scolaires. C'est-à-dire qu'on réunit les parents, l'adolescent, un représentant des enseignants et de la direction, et nous. Nous, on est deux, un médiateur et quelqu'un qui parle la langue de la famille lorsque c'est nécessaire. Et on négocie, quoi. On essaye de comprendre pourquoi cet adolescent se met dans cette position et de faire des propositions pour sortir de là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, que moi je ne l'ai pas rencontré dans la médiation, j'y étais pas, mais ils me l'ont envoyé en consultation, que j'ai rencontré un jeune homme un peu plus âgé, 18 ans, et qui lui, donc c'est un garçon qui, la problématique, il se mettait en conflit grave avec différentes équipes enseignantes et il avait il est un conseil de discipline, machin. Il se retrouvait toujours en situation comme ça de transgression. Et il refusait que ses parents viennent à l'école. C'est-à-dire lorsque les parents étaient convoqués pour régler la situation, c'est pour ça qu'ils ont demandé une médiation. Donc lui d'abord, il faisait en sorte que les parents ne soient pas au courant, et quand ils étaient au courant, il faisait des clashs tellement importants et que il interdisait aux parents de venir. C'était une sorte d'impossibilité pour lui que ses parents et ses enseignants et lui soient dans le même endroit au même moment, et ça faisait partie du problème. Et comme la médiation scolaire avait été difficile à faire dans le lycée professionnel où il était, il était dans un lycée professionnel où il faisait des choses très concrètes. Je ne me souviens plus si c'était genre électricité ou des choses comme ça. Alors que lui se rêvait dans des positions beaucoup plus intellectuelles. Il voulait être avocat, sauf qu'il était dans un lycée professionnel. Enfin voilà, ce type d'amour déçu que peuvent avoir un certain nombre de ces adolescents qui n'arrivent pas justement à se métisser, à mettre ensemble leurs affiliations. Donc je le vois à la consultation transculturelle, dans un groupe. Je ne vais pas vous la raconter, bien sûr, mais juste les premiers moments de la consultation. Et donc, il arrive à la consultation. Là, il accepte ses parents. Mais il n'y a pas les enseignants. Il y a les parents, lui et nous. Et on dit qu'on va faire connaissance. Et avant, je lui dis, mais avant de faire connaissance, je vais te présenter, parce que c'est un groupe de thérapeutes, je vais te présenter tous ceux qui sont là, à tes parents et à toi. Et là, il dit non. Non, j'en ai rien à foutre que vous me présentiez tout votre groupe là. Moi, j'ai une condition, me dit-il. Et il prend sa chaise, on est assis en rond comme ça. Il prend la chaise, sa chaise, il se met en face de moi. Et son père l'engueule, son père lui dit « Mais le docteur t'a dit que…
la maman aussi très embêtée que ce garçon se comporte mal. Et le traducteur, il y a un traducteur parce que la maman parle pas bien le français. Tout le monde essaye de faire en sorte que ce garçon reprenne sa place dans la consultation, mais il ne veut pas. Et je finis par dire, écoutez, laissez-le. Il a quelque chose à me dire, on va commencer par ça. Donc il met sa chaise devant moi, donc ce qui veut dire que tout le groupe est derrière, donc il voit plus que moi. Il se met en face à face avec moi. Florian, tu disais tout à l'heure qu'on n'est jamais seul, c'est vrai, mais là, lui, il voudrait vraiment qu'on se retrouve tous les deux. Et alors qu'on n'est pas seul, hein, il y a 10 personnes dans la salle. Et il me regarde et il me dit, moi, j'ai une condition. Et j'ai une condition. Si vous répondez pas, si vous acceptez pas ma condition, eh bien, je n'accepterai pas de faire cette consultation. Alors, je dis, écoute, d'habitude, on commence par se présenter, on commence par discuter de qu'est-ce qu'on doit faire ensemble et comment on doit le faire. Mais bon, si tu as une condition aussi importante, tu peux toujours me le dire. Et là, il me regarde droit dans les yeux, vraiment, vraiment très droit dans les yeux. Il est en face de moi et il me dit, bon, est-ce que vous accepteriez de m'aider à construire une mosquée? On rit pas, des choses dites par les adolescents. Au pôle Nord. Alors là, on a résisté à... Je dis on parce que tout le monde... Enfin, moi, pas tellement. Parce qu'il était tellement dans une interaction comme ça de maîtrise et presque de tyrannie quand même, hein, avec moi, que ça m'a pas fait rire. Mais j'ai senti tous mes collaborateurs, tous mes co-thérapeutes dans un sentiment de quoi Je lui dis, écoute, alors, je sais pas, si on avait le temps, je vous aurais demandé, qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Moi, en tous les cas, ce que j'ai répondu, c'est, écoute, vraiment, c'est la première fois que j'entends une telle demande, mais, et je la comprends peut-être pas, mais je te promets que je vais essayer de comprendre ce que tu me demandes et qu'à la fin de la consultation, donc j'ai remis mes conditions à moi, je répondrai à ta question. À la fin de la consultation. Donc, parce que là, franchement, je ne peux pas, j'y arrive pas. Et il me dit, ok madame. Il reprend sa chaise, il se met, on fait une consultation magnifique. Magnifique, c'est-à-dire on raconte d'où vient monsieur, madame, il y a des choses extraordinaires dans les deux lignées. Ils viennent tous les deux du Maroc. On raconte la migration, on raconte la place de ce garçon, qui est un garçon qui a été rêvé, imaginé, qui porte plein de choses. C'est le premier né en France. Il y a eu 2 filles nées avant, et lui, c'est le premier enfant. On raconte tout ça. Lui participe très activement à la consultation. Je ne peux pas dire qu'il peut se raconter, mais il prend des éléments pour nourrir ce fameux processus que je voulais illustrer de la filiation narrative. Il est fasciné un peu par tout ce que tout le monde dit. Il est très intéressé par ce que les cothérapeutes vont donner comme image. Et puis,
à la fin de la consultation, donc je dis, bon ben voilà, je dis, on a fait une très belle consultation, on a raconté l'histoire de la famille, on voit quelle est ta place maintenant, Ali, dans cette famille. On sait sur quoi on doit travailler, parce qu'on a identifié aussi les ruptures, et puis les attentes et les projections. Et je m'apprête à dire, et maintenant je vais répondre à ta question. Et là, il dit, ah ben c'est magnifique, alors on peut arrêter la consultation. Lui. Je me dis, mais c'est bizarre. Là, j'allais dire quelque chose. Bon, il arrête la consultation. Je dis, mais tu es sûr que tu veux arrêter la consultation? Il me dit, mais oui, on a fini pour aujourd'hui. Bon, ok, d'accord. Les parents disent, ok, tout le monde se lève. Et là, je me dis, mais quand même, je ne peux pas le laisser partir sans... Donc, je fais quelque chose qu'on ne devrait pas faire, puisque la séance était terminée. Mais bon, je vais vers lui. Je lui dis, mais au fait, tu n'as pas attendu... T'as pas envie que je réponde à ta question? Et là, il me fait cette réponse magnifique, filiation narrative. Il me dit, mais madame, j'ai répondu tout seul. C'est-à-dire que le récit qui avait été fait, qui était pourtant que le premier récit, mais c'était un récit très dense, très, très fort. Et c'est vrai qu'il y avait l'histoire de... parce que ce garçon se sentait... vivait... il considérait que son père était très humilié, se laissait humilier, etc. Et donc là, tout d'un coup, voilà, on a raconté une histoire, on a porté. Et donc, je pense qu'en tous les cas, ça lui a donné des petites briques pour se raconter, lui. Et l'histoire du pôle Nord, c'était quelque chose de dans le pré-transfert, c'est-à-dire est-ce que c'est comme ça que je le comprends après coup, hein, est-ce que vous allez accepter mes propres ingrédients, est-ce que finalement c'est pas vous qui allez mettre des conditions, mais c'est moi qui dit les objectifs, etc. Mais alors tout d'un coup, comme on inverse là, on raconte l'histoire et on la raconte d'une manière qu'il puisse s'approprier cette histoire. Et là, tout d'un coup, bon, alors là, je m'arrête là, mais j'avais envie de lui dire, bon, ben, raconte-moi comment tu te les racontes, quoi. Hein, mais oui, parce qu'on a envie de... Mais en tous les cas, il a dédaigné ma réponse. Hein, et il est revenu à la deuxième consultation, il avait fait des magnifiques rêves qu'il avait raconté à son grand-père paternel. Bref, il y a eu quelque chose qui s'est engagé comme ça, et en tous les cas, et sans doute quelque chose qui a sauté, si j'ose dire, qui est le clivage, en tous les cas. Hein, c'est-à-dire qu'il n'était plus obligé, sur le plan phénoménologique, j'entends, hein, de cliver entre ces différents mondes et de faire la caricature, parce que c'était une caricature de vouloir aller faire une mosquée au pôle Nord. Bon, donc finalement, voilà, je vais conclure sur cette idée, mais je voulais l'illustrer par ces deux petites vignettes cliniques pour dire comment ces apprentissages et cette identité narrative et cette filiation narrative s'inscrivent donc dans des métissages forcément pour ces adolescents. Enfants de migrants, donc avec un éloge de ces métissages, des personnes, des idées, mais surtout des imaginaires, hein, comme le dit Glissant d'ailleurs aussi, des imaginaires pour favoriser cette créativité adolescente, pour la porter, pour la transformer. Voilà, merci beaucoup.